Qui n'a pas rêvé un jour de se glisser dans la peau d'un explorateur, d'enfiler le costume d'Indiana Jones, ne serait-ce que le temps d'une journée? Au Mexique, c'est toujours possible. Il existe encore dans ce pays bien des endroits inaccessibles où l'on peut se sentir encore un peu aventurier, à condition d'avoir un bon guide. Chercheurs de trésors ou simples randonneurs peuvent se croiser au pied d'une ancienne cité maya, perdue dans l'épaisse jungle du Yucatan. Selon les Mayas, les portes d'entrée d'un monde parallèle se situeraient en profondeur, dans des puits d'eau douce. Aujourd'hui, seul un guide expérimenté peut accéder aux entrailles de la Terre. À la pointe de la péninsule du Yucatan, une petite communauté a découvert un spot secret, la lagune d'Isla Blanca, un petit coin de paradis où la passion du kitesurf se partage de père en fils. La mer des Caraïbes est une invitation à découvrir le monde sans air. Ici, certains guides plongeurs succombent à l'ivresse des profondeurs, tandis que d'autres viennent affronter leurs propres peurs. Pour atteindre des zones habituellement impénétrables, certains ont décidé de construire leur propre embarcation. Ici, dans la mangrove du lac Bacalar, l'évasion n'est possible qu'en kayak. Le Mexique est le trait d'union entre les deux Amériques. Un condensé de paysages différents du nord au sud. Le pays possède deux façades maritimes. À l'ouest, le Mexique s'ouvre sur l'océan Pacifique. À l'est, il donne sur la mer des Caraïbes. La péninsule du Yucatan est un univers à part, recouvert de forêts tropicales. Elle fut un temps le berceau d'une civilisation disparue, les Mayas. Aujourd'hui, le Yucatan attire des millions de touristes sur ses plages ensoleillées. Au nord-est de la péninsule, Cancún en est la principale station balnéaire. Mais à seulement 25 km du centre-ville, se trouve un petit coin de paradis encore tenu secret. Une langue de terre recouverte de sable blanc sépare la mer des Caraïbes et la lagune d'Isla Blanca. C'est ici que Foca a décidé un jour d'y installer sa petite famille. Ce pionnier du kitesurf au Mexique y a même bâti une des toutes premières écoles du pays. Ok, t'es prête? C'est bon, ça va pour toi maintenant. T'es la bienvenue. Quand on est venu ici pour la première fois il y a 10 ans, il n'y avait rien. Mais vraiment rien. On était obligé de venir en 4x4. On est venu parce qu'on a découvert la lagune par avion. Mais nous autres, on n'a pas fait trop de publicité sur ce spot. Car on avait peur qu'un jour ça se développe trop, qu'on vienne construire trop d'hôtels, trop de maisons. On aime la nature telle qu'elle est ici. On est un peu conservateur. C'est pas à moi, c'est pas ma taille. Quelqu'un l'a perdu, il y a trop de vent ici. C'est à vous? Aujourd'hui, l'école s'est développée. 5 ou 6 instructeurs internationaux complètent son équipe pendant la haute saison touristique. La discipline attire des débutants de tous âges, malgré la difficulté d'apprentissage. Il faut sortir un tout petit peu plus vite. Easy. Pour Foca, aujourd'hui, parmi tous ses élèves, un adolescent attire particulièrement son attention. Elle est assez puissante, hein? Non, je crois qu'il me faut du 15. Antar vient juste de fêter ses 15 ans. Et pour tous les spécialistes, c'est un jeune particulièrement doué et passionné. C'est un sport où tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tu peux faire des figures et des sauts très hauts. Tu es libre d'aller où tu veux. C'est pour ça que ça me plaît.
Antar a pratiquement grandi ici, sous les yeux de son principal instructeur, qui est aussi son père. Foka a réussi à transmettre sa passion à son fils, et ce, dès son plus jeune âge. Antar a débuté le kite à l'âge de 6 ans. Tout le reste n'a été qu'une évolution constante. De plus, en étant ici entouré d'instructeurs et d'amis, chacun lui a appris un petit peu. Tout le monde l'a aidé. Il a grandi dans l'univers du kite, entouré de kiteurs. C'est son monde. En 2015, Antar a réalisé un rêve. Lors d'une grande tournée européenne, le jeune adolescent d'Isla Blanca est devenu champion du monde junior de la discipline. La seule médaille du Mexique cette année-là. Un bonheur partagé fièrement avec Foka. Un titre qui récompense des milliers d'heures d'entraînement. Des fois, je lui dis, tu vois pourquoi je t'ai jamais battu? C'est parce que tu te fais mal tout seul. À chaque fois que tu te comportes mal, tu te fais mal tout seul. Il revient à la maison tout rouge et je lui demande qui t'a giflé. Père et fils se croisent parfois sur l'eau. Une petite histoire de famille où le dialogue ne s'effectue pas uniquement avec des mots, mais aussi grâce à un langage du corps, plutôt aérien dans ce lieu unique. Aujourd'hui, l'élève a sans doute dépassé son maître. Il est temps pour le jeune Antar de prendre sa liberté pour voler de ses propres ailes. Je me sens comme son manager et entraîneur, mais il est probable que je ne sois ni un bon manager ni un bon entraîneur, qui sait. Peut-être que je ne suis même pas un bon père. C'est vraiment un plaisir de partager ces moments avec lui sur l'eau. Mais comme on dit, le temps d'une compétition, il n'y a pas d'amis. Il se sent pas libre comme il le souhaiterait. Mais clairement, un jour, il partira seul. Mais moi, je vais le suivre en cachette, pour pouvoir faire du kite. J'aime toujours faire du kite avec mon père. Il me bat encore en course de vitesse. Il va plus vite que moi, c'est amusant. Il connaît beaucoup de choses sur le kite, mais moi, je lui donne quelques conseils pour la réalisation de certaines figures. C'est du travail, j'aimerais en vivre, mais c'est avant tout du plaisir. Je fais du kite non pas parce que je veux en faire un métier, mais parce que ça me plaît. C'est ma passion. En fin de journée, sur le lagon d'Isla Blanca, il peut y avoir encore quelques flâneurs, pas pressés de rentrer avant le coucher du soleil. Ici, ceux qui se laissent porter par les vents ne s'arrêtent jamais. Le long de la mer des Caraïbes s'étend la Riviera Maya, une large zone côtière d'une centaine de kilomètres qui autrefois était parsemée de petits villages de pêcheurs. Aujourd'hui, civilisation oblige, les villages ont fini par se transformer en villes. À Playa del Carmen, au lever du jour, la tendance vestimentaire n'est pas encore au bikini, mais plutôt à la combinaison néoprène. Hommes grenouilles et femmes grenouilles venus du monde entier se précipitent vers le large pour aller admirer des fonds marins classés parmi les plus beaux de notre planète.
Préparez-vous à embarquer, s'il vous plaît. Depuis 30 ans, chaque matin, Julio accueille les plongeurs sur son bateau. Il est un des plus anciens guides plongés de la région. On arrive au spot approximativement dans 30 minutes. J'avais 12 ans quand je suis rentré dans une boutique afin de demander du travail. Mais je ne savais pas que c'était une boutique de plongée. J'ai commencé par des heures de ménage. Au bout d'un an, ils m'ont initié à la plongée, à la navigation. Et c'est de là que tout a commencé. Au début, je savais rien. Aujourd'hui, le groupe est composé de plongeurs confirmés, avec la présence d'un photographe sous-marin. Si certaines plongées sont dédiées aux débutants, le spot de Paso del Cedral demande un minimum d'expérience. On nage en groupe, les gars. On reste ensemble pour que je puisse vous voir. Si vous vous éloignez, je risque de vous perdre. Il faut que je voie le groupe, parce qu'ici, le courant est très fort. Il risque de vous emporter. Ici, il y a toujours du courant. C'est normal, mais j'ai l'habitude de me laisser porter, de jouer avec ce courant et de m'imaginer qu'on est dans l'espace. Ce genre de jeu, cela fait partie de la plongée ici. C'est ce genre de sensation d'apesanteur que l'on recherche en plus de l'observation de la vie aquatique. Tout en gardant leur statut d'invité, les plongeurs font partie du décor. Dans ce récif corallien, la vie est abondante. En groupe ou en solitaire, la plupart des espèces rencontrées se laissent approcher. Et pour Willian, le photographe mexicain du groupe, c'est un petit coin de paradis haut en couleurs. Mais comme dans toute société, certains habitants sont plus belliqueux que d'autres. Un requin nourrice, par exemple, n'aime pas être dérangé. La murène aussi confirme le dicton « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». C'était super. Vous avez vu, la murène a voulu le mordre. Elle était folle, cette murène. Elle a voulu le goûter, lui. Normalement, je m'approche jamais de ces animaux. Je garde mes distances. On sait jamais. Vous ne savez jamais quand elle va vous mordre. Ouais, on sait jamais. La plus dangereuse, c'est la murène. Tu peux voir son expression changer quand elle devient agressive. Celle-là a déjà mordu un autre guide. L'attaque de la murène restera un souvenir de plus pour Julio, une nouvelle histoire drôle à raconter. À ses débuts, une autre plongée demeure inoubliable, car elle a bien failli tourner au drame. Nous sommes partis avec 3 amis faire une plongée vraiment très profonde. Nous sommes descendus à 95 mètres avec seulement 3 bouteilles d'oxygène. C'est une fois arrivé à 95 mètres que j'ai ressenti l'ivresse des profondeurs. C'était la première fois que je ressentais ça. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'ai cru que j'allais mourir.
C'est environ 10 mètres plus haut que j'ai récupéré mes esprits. Lorsque je suis arrivé sur le bateau, je me suis dit que je ne plongerai plus jamais. Je me suis allongé, j'ai regardé le soleil et le ciel, et j'ai dit « Merci mon Dieu pour cette nouvelle vie ». Chaque jour, des milliers de plongeurs arpentent les fonds marins de cette partie du monde. Un écosystème fragilisé par cet afflux, une situation inquiétante pour Julio. La vie aquatique a beaucoup changé. Ce qui l'a réellement endommagé, ce ne sont pas que les gens, mais les changements climatiques aussi. L'eau est de plus en plus chaude et trouble. C'est ce qui provoque des maladies aux coraux et détériore les récifs. Nous avons beaucoup perdu. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que d'ici 15 à 20 ans, nous aurons seulement la moitié de ce que nous possédons aujourd'hui. Pour Julio, il serait temps d'agir pour préserver les beautés de ce monde. Avec William, le photographe, ils espèrent tous les deux qu'un jour, une prise de conscience collective pourra se faire, quitte à ne plus plonger et laisser à la nature le temps de se régénérer. Le sud du Mexique est le berceau d'une civilisation disparue, les Mayas. Si certains vestiges de cette époque sont accessibles et font partie de la carte postale obligatoire de la région, d'autres édifices ne sont pas faciles d'accès. C'est le cas de la cité de Calakmul, située dans les profondeurs de la forêt tropicale, en plein centre de la péninsule du Yucatan. À l'entrée d'une des plus grandes réserves naturelles du pays, Nicolas Feldman, guide officiel, accueille les randonneurs au petit matin. Bon, vous êtes prêts? Mais avant de continuer à pied, il faut traverser la forêt sur une 60aine de kilomètres. Ici, pas d'habitation humaine. Les animaux sont les maîtres des lieux. Regardez. Il veut pas laisser passer la voiture. Il nous bloque. Vous voyez? Regardez, il court. Voilà, c'est parti. A priori, les animaux ont décidé de défendre leur territoire. Ici, au quotidien, la nature réserve bien des surprises. Ah, on a un petit problème. J'ai un téléphone. Vous avez du réseau? On n'a aucune chance de le bouger. C'est le bois le plus dur de la forêt. Essayez de casser ça. Incassable. Il y a une autre voiture qui vient. C'est peut-être les gardiens du parc. La première fois que je suis venu à Calakmul, c'est il y a environ une dizaine d'années avec mon frère. Nous étions en vacances et je suis tombé amoureux de ce lieu. Je ne pouvais pas croire qu'il subsiste des lieux tels que celui-ci, aussi grandioses, aussi beaux et inconnus du grand public. Et je me suis immédiatement dit, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ici que je veux vivre. C'est une forêt vierge. Depuis les Mayas, aucun être humain ne s'est installé ici. Les Mayas vivaient ici jusqu'en 1200 après Jésus-Christ. Donc il n'y a pas eu d'activité humaine de 1200 jusqu'aux années 1900. La jungle a eu au moins 700 ans pour se régénérer. La biosphère de Calakmul est un véritable sanctuaire pour les animaux. Le plus emblématique est sans aucun doute le jaguar du Mexique. Plus dangereux et heureusement plus difficile à croiser qu'un simple couple de perroquets. Je ne connais aucun endroit au Mexique où on peut voir autant d'animaux en un jour. Les singes traînent par ici normalement. Regardez.
C'est un singe araignée. Ils sont en train de manger, donc ils sont tranquilles maintenant. Sinon, ils sont très bruyants. Dans cette forêt, beaucoup d'explorateurs venus chercher les trésors mythiques du peuple maya ont dû se perdre, voire disparaître. Certains ont même dû passer à quelques mètres d'une découverte majeure sans pourtant la voir. Ici, même un temple d'une quarantaine de mètres de hauteur peut être rendu invisible par la végétation. Une grande partie de la cité est enfouie sous la forêt. Ça fait beaucoup de travail pour les archéologues. Comme ici, par exemple. Il y a une des structures les plus importantes de la civilisation maya. Et c'est juste à 10 mètres de moi. À peine. T'imagines le travail qu'il faut pour la découvrir? La plus grande partie de la réserve n'est pas encore explorée. Il n'y a pas de chemin, pas de route, rien. Ici, les archéologues ont découvert simplement 5% de la cité. Au total, la cité serait composée de 6000 habitations. En fait, seulement 20 sont sortis de terre. Ça fait à peine 1% de la cité. La découverte des premiers monuments du site de Calakmul laisse les randonneurs sans voix. Les Mayas, par l'intermédiaire de ces constructions gigantesques, ont prouvé que leur société était bien plus complexe et avancée que beaucoup d'autres à la même époque, rendant les causes de leur disparition encore plus mystérieuses. Les Mayas croyaient que la Terre était un monstre. Un monstre qui dévore le soleil chaque soir et qui le recrache le lendemain. Ils ont une conception différente de la nôtre, de l'au-delà, de l'inframonde. Nous le considérons comme l'enfer, mais eux, ils le considéraient comme un lieu sacré. Ils pensaient aussi que l'on était à l'intérieur du monde ou à l'extérieur du monde, et non pas au-dessus ou en dessous. Pour les Mayas, les cénotes, les grottes ou encore les montagnes sont des accès naturels à l'inframonde. S'il n'y avait pas de montagnes ou de grottes, ils les fabriquaient eux-mêmes, comme le temple au sommet duquel nous nous trouvons actuellement. Vous voyez cette surface? Suivez la ligne d'horizon. Là, c'est le plateau où la cité a été construite. C'est ici qu'il y avait 6000 habitations. Imaginez cet endroit sans arbres. C'était une ville énorme. D'ici jusqu'au sud, on est à 30 km de la frontière du Guatemala. Au nord, de l'autre côté, on a encore 200 km de réserve. Et de chaque côté, on a 60 km. Avec nos yeux d'humains, d'ici, on ne voit que 5% de la réserve. Pour Nicolas, les mystères de la civilisation maya devraient rester enfouis sous terre encore quelques années. C'est uniquement une question d'équilibre avec la nature. La nature a repris le contrôle de cette cité. Ça me donne de l'espoir de voir que la nature a la capacité de reprendre le dessus. Surtout en ces temps de réchauffement climatique. Il y a une phrase célèbre que j'affectionne particulièrement. Si tu souhaites voir la nature reprendre vie, laisse-la seule, laisse-la tranquille. Selon certaines écritures, les Mayas auraient disparu suite à plusieurs décennies consécutives de sécheresse. Ici, sans eau, dans cet enfer vert,
impossible de survivre. Car sur cet immense territoire vert, le deuxième après l'Amazonie en taille sur le continent, il n'y a pas une seule rivière. Ici, l'eau douce est cachée sous terre, accessible uniquement par des puits naturels à ciel ouvert. Les cénotes, une particularité géographique unique au monde. La magie des cénotes se trouve sous la surface. Chacun de ces puits est relié à un autre par un vaste système de galeries, ouvrant un nouveau monde à explorer, attirant les amateurs de plongée extrême de tous bords. Un studio grandeur nature pour Willian, le photographe. Aujourd'hui, il rejoint Stéphane, un guide français installé au Mexique, un des spécialistes des plongées souterraines. On va descendre par ce chemin. Et après, on va se mettre à l'eau. J'y vais en premier. Et après, vous me suivez. À la surface, on fait 2 checks. Le premier par rapport au poids. Et après, on check l'arrivée d'air. Vous gardez votre lampe en permanence. Et quand on est prêt, on plonge. La profondeur maximum ici, c'est à peu près 40 mètres. Les plongées en grotte sont très techniques et demandent un entraînement particulier, car l'environnement peut devenir très vite angoissant pour des plongeurs plutôt habitués aux sorties en mer. Pour les guides, effectivement, c'est une configuration spéciale où il faut être en configuration cave, c'est-à-dire avec 2 bouteilles. Donc 2 bouteilles, ça veut dire quoi? On peut avoir la configuration back mount, c'est-à-dire 2 bouteilles derrière dans le dos, ou on peut avoir la configuration side mount, c'est-à-dire 2 bouteilles latérales. Quelle est la différence entre les deux? La différence en fait entre du back mount, c'est qu'on a les 2 bouteilles dans le dos, mais forcément on est un petit peu plus large, donc on ne peut pas aller dans des restrictions quand on fait du full cave. Avec les bouteilles latérales, on peut les déclipser, les passer devant, dans la continuité du corps, et donc du coup on peut aller dans des trous qui sont plus petits. La première difficulté du jour, c'est l'escalier et la descente en tenue de plongée. Pour les Mayas, l'accès était peut-être plus facile, mais sans doute réglementé, car ces puits étaient sacrés. Il y avait même une tradition qui s'appelait le chivalva, qui consistait à jeter des objets de valeur en or, des bijoux, de l'argent. C'était des offrandes pour les dieux. Dans un moment de transition avec les Aztèques, ils faisaient même des sacrifices humains. On a déjà trouvé des squelettes ou des restes humains dans les cénotes. Lorsque j'entre dans l'eau, je ressens de la paix et de la tranquillité. C'est une transition vers un univers que je qualifierais de mystique. L'eau est calme et cristalline. Tu ne penses à plus rien d'autre. Tu es focalisé sur ce que tu vois. C'est magnifique. La lumière ici serait presque divine par moments, selon certains plongeurs. Mais un peu plus en profondeur, le divin tend à disparaître. C'est un nuage étrange qui enveloppe les plongeurs, rendant impossible tout repère visuel. La priorité du groupe est de rester le plus rapproché possible pour ne pas se perdre. Aux alentours des 28 mètres, on retrouve un nuage de soufre qui sont typiques dans certains cénotes et qui est dû principalement à la décomposition des végétaux.
Donc c'est une expérience vraiment particulière puisqu'on se retrouve quasi sans visibilité, ou du moins une visibilité toute opaque, toute blanche. Et ça dure que pendant 2-3 mètres de profondeur, et puis après on retrouve la visibilité qu'on avait au-dessus du nuage, avec moins de lumière bien sûr. Les cénotes auraient été créées par l'impact de plusieurs météorites il y a plus de 60 millions d'années, provoquant la disparition des dinosaures sur notre planète. Au Mexique, le puits le plus profond atteint les 318 mètres. Le milieu souterrain de la péninsule du Yucatan est encore inexploré. Il y a plein de parties qu'on ne connaît pas parce qu'on est limité au niveau des techniques de plongée. Donc ici, dans le Yucatan, il y a beaucoup d'explorateurs qui vivent encore ici. Ils plongent en cénotes uniquement pour faire de l'exploration. Ils y vont entre explorateurs, ils font parfois 2-3 heures de marche dans la forêt pour explorer un petit trou au niveau de l'entrée, un petit début de cénote, et puis après ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver derrière. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de galeries à découvrir. Sur la péninsule du Yucatan, 3000 cénotes ont été répertoriées à ce jour. Pour Stéphane, Taj Mahal est un des cénotes les plus emblématiques. Dans beaucoup de cénotes, vous avez une entrée comme celle-là. Un grand dôme comme ça, qui s'est effondré. Et maintenant, on a de la vie, des arbres et une nouvelle entrée. Avant, je ne sais pas pourquoi, tout ça était fermé. Tu peux t'aider de cette marche pour descendre, ou bien de la corde. On y va? On est parti? Je suis prêt. C'est ce qu'on appelle un reel en fait, un dévidoir. On a une ligne. Dès la surface, on commence à mettre sa ligne et on fait notre pénétration. On sait qu'en cas de mauvaise visibilité, en cas de problème sous l'eau, cette ligne-là nous ramènera directement à la sortie. L'accident, ça peut être une plongée trop longue, parce qu'en fait, quand on va dans la partie cave, souvent, c'est mental. C'est des longues plongées, il y a le froid, donc il faut être bien équipé, il faut connaître ses limites. Plus de 700 km de rivières parcourent les sous-sols de la péninsule. Un monde inaccessible en totalité, car pour un plongeur, le temps est limité. Et c'est une plongée où il faut respecter certaines règles. L'une des règles principales, c'est la gestion de l'air. En fait, c'est une règle qui est très simple. On utilise un tiers de la bouteille pour rentrer dans le cénote, donc environ 70 bars pour rentrer dans le cénote. Un tiers de la bouteille pour sortir du cénote, donc 70 bars, et un tiers de la bouteille, ça sera notre réserve. Donc avec un tiers de la bouteille, la réserve, on doit être dans la partie ouverte, donc revenir à proximité de l'entrée. Par moments, un phénomène étrange et déstabilisant peut se produire dans ce type de plongée. Pendant quelques instants, la vue peut se troubler, les silhouettes se déformer. C'est l'effet halocline. Beaucoup de cénotes communiquent entre eux et beaucoup de cénotes communiquent également avec la mer. Donc du coup, il y a de l'eau de mer qu'on retrouve en cénote, de l'eau salée qu'on retrouve, donc des densités différentes. Et le mélange des deux fait comme quand on mélange de l'huile et du vinaigre. On a une sensation un petit peu opaque parce qu'on bouge le mélange, mais par contre quand on est en première position lors de la plongée, en fait on a une visibilité excellente. Une fois la vue dégagée, le spectacle donne une indication essentielle. La présence des stalactites prouve qu'à une époque lointaine, ces grottes étaient bien au-dessus du niveau de la mer.
des premières choses qu'on apprend aux gens, c'est de connaître leurs propres limites. Et en cénote, c'est de la plongée technique, on parle de la partie full cave. Et c'est vraiment une chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est faut rester humble et faut connaître vraiment ses propres limites et dire bah, aujourd'hui non, je le sens pas. Aujourd'hui on va faire une plongée un petit peu plus facile. Pour chaque plongeur qui s'égare dans cet univers inconnu, se tenir à une ligne de vie est essentiel. Pour Stéphane, c'est même une ligne de conduite. Car pour lui, l'aventure peut se vivre au quotidien, à condition de respecter certaines règles. Au large de la côte mexicaine, le Grand Bleu. Dans ces eaux tropicales, le maître des lieux jouit d'une très mauvaise réputation et a priori, aucun nageur n'aimerait se retrouver face à lui. Autant les requins peuvent nous effrayer, autant ils peuvent nous attirer. À Playa del Carmen, de nombreux clubs de plongée proposent de partir à leur rencontre. Amateurs d'adrénaline ou tout simplement amoureux de l'espèce, ils désirent avant tout affronter leur propre peur. Carlos est un guide de plongée, un spécialiste de l'espèce. Depuis sa première rencontre avec le prédateur, il n'a plus qu'une obsession, tenter de les comprendre. Nous voici donc dans la zone des requins. À partir d'ici, nous allons jeter une ligne dans l'eau. C'est ce que j'aime. Les voir, les étudier, être entouré de requins, c'est là où j'aime être. C'est ma passion, je suis heureux ici. Ils sont élégants, ils sont forts, ils sont majestueux, ils sont parfaits. C'est cette pure perfection qui m'attire autant et qui alimente sans cesse ma passion que j'ai pour eux. Cette passion et cette excitation, Carlos tente de la partager à chaque plongée avec toute son énergie. Pour les novices, par contre, c'est plutôt l'angoisse de la première rencontre qui prédomine. Nous allons entrer dans l'eau, descendre jusqu'au fond. Là, nous allons apercevoir une corde. Vous allez la saisir, puis vous coucher à plat ventre. À ce moment, vous vous collez les uns aux autres, épaule contre épaule. Je vais vous demander de rester immobile et de toujours agripper cette ligne. Luis, quant à lui, fait partie d'une association de sauvegarde du requin. Il se joint régulièrement aux plongées de Carlos pour superviser l'activité du guide, mais aussi pour remplir ses missions scientifiques. Nous allons procéder au marquage acoustique des requins, afin de pouvoir les suivre tout le long de notre zone côtière. Toutes les informations récoltées nous permettent d'identifier les zones que choisissent les requins femelles pour mettre bas et libérer leurs petits dans des eaux peu profondes, où il y a moins de prédateurs et où la nourriture est plus abondante. Ici, nous possédons beaucoup de mangroves. Ici, c'est un lieu idéal pour les requins. Tiburón de arrecife, muy lejos. De novembre à mars, les requins bulldogs s'invitent au large, pas très loin de la côte. À cette période de l'année, les requins de Playa del Carmen privilégient les zones de repos, peu profondes et sablonneuses, notamment si le groupe est composé de quelques femelles en gestation. Les requins bulldogs sont des chasseurs solitaires. Farouches et méfiants, mais sûrs de leur force, ils n'ont aucune peur des plongeurs. L'humain est une espèce qui ne fait pas partie de la chaîne alimentaire du requin. Ces terreurs des mers pouvant atteindre plus de 3 mètres passeraient leur chemin si Carlos était venu les mains vides. Le feeding est le seul moyen de les garder sur une zone restreinte pour que les plongeurs puissent les observer de près, sans trop bouger et sans avoir peur.
car le prédateur le ressentirait et pourrait les confondre avec une nouvelle proie. La méthode pour faire de la plongée parmi les requins aujourd'hui est totalement différente de la méthode d'il y a 9 ans. Je vais te dire honnêtement, cela se faisait sans aucune règle, aucune norme. Nous n'avions aucune idée de comment faire de la plongée parmi les requins de façon professionnelle. Si tu nous avais vus à l'époque, t'aurais dit « c'est pas possible, je n'arrive pas à y croire ». C'était vraiment très dangereux, parce que nous faisions beaucoup de choses que nous n'aurions pas dû faire, mais nous ne le savions pas. Je descendais avec 3 cuvettes pleines de poissons qui baignaient dans le sang. Les requins étaient vraiment très excités. Cela les rendait hors de contrôle. Cela nous a remis en question. Nous avons appris et revu nos procédures de plongée. Si le nourrissage est controversé, aujourd'hui les guides tentent de satisfaire les plongeurs, mais aussi les scientifiques venus les étudier. Car le requin bulldog est considéré comme très dangereux et impliqué dans de nombreuses attaques contre l'homme dans d'autres endroits du monde. L'étude de son comportement et de son déplacement comporte donc encore quelques zones d'ombre. Et la pose de balises pourrait apporter quelques éléments de réponse dans le futur. Le requin est extrêmement important dans le récif, car il contrôle les populations de certains poissons. Il maintient un équilibre entre les herbivores et les carnivores. Si nous retirons les carnivores, les herbivores seront prédominants et mangeront tout le récif. Si le récif est détruit, les courants marins détruiront alors tout doucement toute la péninsule du Yucatan. Puis les ouragans détruiront toute l'infrastructure que nous possédons et ruinera la région. La jungle, la mangrove et le récif sont connectés. Le requin est le gardien du récif dans cette région. Muy bonito. Donc tu arrives à assurer un monitoring des requins qui évolue au large de nos côtes. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas une femelle dominante, il y a plusieurs femelles dominantes. Ce sont celles de très grande taille. C'est une forme de hiérarchie. Lorsqu'une femelle plus jeune est aperçue en train d'agir de manière incorrecte, elle est tout de suite remise dans le rang par ses aînés. Je pense que nous repoussons ce que l'on ne connaît pas. Nous le plaçons hors de notre vie. Nous avons peur de cela. C'est un comportement normal de l'être humain. C'est une sorte d'autodéfense instinctive. Ce n'est pas quelque chose de mal, mais je pense qu'il faudrait contribuer à ouvrir les horizons des jeunes générations. Montrer à nos enfants une autre manière de vivre et de penser. Apprendre à se renseigner sur l'inconnu et changer nos préjugés. Loin du tumulte de la mer des Caraïbes, le lac de Bacalar, près de la frontière du Belize, est un endroit hors du temps. Ici, l'ambiance est plutôt zen, idéale pour ceux qui veulent se déconnecter du monde extérieur. Seul un petit groupe de kayakistes trouble ce silence matinal. L'eau du lac est très claire, très propre. L'eau vient du sous-sol. Il y a plusieurs cénotes au fond de ce lac qui l'alimentent en eau douce et en permanence. C'est un vrai rêve de vivre ici. Surtout le matin, tout est calme. L'environnement se réveille tout doucement. Et... ouais, je peux dire que j'habite au paradis. Gunnar est un guide de randonnée en kayak.
un passionné qui s'est installé sur une des rives du lac avec sa femme Jacqueline. Quand Gunnar n'est pas sur l'eau, il passe son temps entre l'observation des oiseaux et son atelier de menuiserie. Cet ancien charpentier d'Allemagne de l'Est fabrique ses propres kayaks. Après quelques années maintenant, j'ai fabriqué au total 7 kayaks. Celui que je construis maintenant s'appelle le Razor, parce qu'il est très fin. On l'utilise pour aller très vite sur de l'eau calme. En avril-mai, on a une compétition sur le lac Baccala, un marathon, et c'est pour ça que je le construis, peut-être pour gagner cette course. Ce kayak fait 6 mètres de longueur et seulement 47 cm de large. C'est pas très large comparé aux autres kayaks qu'on a ici. Gunnar organise des sorties sur le lac pour tous les niveaux. Et pour les novices du jour, pas de kayak sur mesure, mais un petit cours de navigation en binôme. À gauche. À droite. OK. Les kayaks en double, les gens l'appellent la machine à divorce, parce que les couples finissent par se disputer, surtout celui qui est à l'avant. Il ne voit pas ce que fait l'autre derrière. Est-ce qu'il rame ou non? Alors moi, je mets des gens qui ne se connaissent pas. Je sépare les couples. Ça évite qu'ils se fâchent. La magie du lac est due à ses reflets. Des teintes qui s'étendent du vert très clair au bleu très sombre. Les Mexicains le surnomment d'ailleurs le lac des 7 couleurs. Sa longueur est de 70 km pour seulement 3 km de large. Sa rive sud est mystérieuse car entièrement recouverte d'une mangrove inaccessible, sauf en kayak. Un vrai labyrinthe pour les non-initiés qui a demandé des années de repérage pour le guide. Au début, en randonnée, j'utilisais un GPS pour être sûr de pouvoir ramener les clients. Mais une fois, je me suis perdu. Je dois l'admettre. Dans la mangrove, une fois, avec un kayak plus grand, il n'y avait plus d'eau à un moment et on a été obligé de finir à pied, mais dans la boue. Ça a quand même été drôle après. C'est quelques années de prison si vous arrachez ou endommagez la mangrove. Alors attention, j'ai pas envie de passer du temps dans une prison mexicaine. Le dernier kayak de Gunnar est une réplique des kayaks inuits du Groenland, une petite œuvre d'art qui demande une certaine technique de navigation, notamment au niveau des pagaies. Ça, c'est une pagaie un peu spéciale, utilisée par les Inuits quand il y a beaucoup de vent. Donc, pour pagayer, il faut la tenir comme ça, une main au milieu et l'autre à l'extrémité. Si vous êtes comme ça, rien ne fait opposition au vent. Et après, vous avez juste à coulisser constamment la pagaie. Il y a des endroits sur Terre qui vous choisissent. Pour Gunnar et Jacqueline, ce signe du destin est survenu pendant leur première expédition, en voiture. On voyageait sur la route panaméricaine. Et l'idée, c'était, en partant d'Alaska, de rejoindre la Patagonie. Et le moteur a cassé ici. Donc on a cherché une autre option, le temps de réparer la voiture. Mais au Mexique, tout prend plus de temps. Et aujourd'hui, la voiture n'est toujours pas réparée depuis 2006. Ça fait 10 ans maintenant. On avait juste un plan A, qui était le voyage. On n'avait pas prévu un plan B. On ne voulait pas rentrer en Allemagne. Et des fois, c'est mieux de savoir ce qu'on ne veut pas.
Aujourd'hui, Jacqueline est quant à elle devenue guide de randonnée dans la forêt autour du lac. Ici, le couple a trouvé un équilibre parfait. Lors de leur évasion en territoire mexicain, Gunnar et Jacqueline ont pris l'option de ne pas avoir un plan B, un choix de liberté. Pour eux, l'aventure consistait simplement à être à l'écoute de leur propre passion dans leur terre d'adoption. C'est l'endroit parfait pour que Gunnar puisse jouer dans l'eau et moi dans la forêt. C'est le spot parfait. Je me sens chez moi.